Hello et bienvenue dans l'Escalier, le podcast qui te fait gravir les marches du quartier jusqu'au succès. Moi, c'est Lamia. Une semaine sur deux, je t'emmène à la rencontre de héros pas comme les autres. Ils sont cadres supérieurs, libéraux, artistes et j'en passe. Et ils ont tous 3 points en commun. Ils sont descendants d'immigrés, issus de milieux populaires et débordent d'ambition. On entend souvent que l'ascenseur social est en panne. Pourtant, ils sont la preuve que la réussite est accessible. Bon, on va pas se mentir, il y a eu des galères en chemin, mais ils sont toujours restés déter. Pour te guider dans ton orientation professionnelle, ils nous expliquent comment ils ont fait pour arriver là où on ne les attendait pas. J'espère que leur histoire t'aidera à écrire la tienne et devenir toi aussi le héros de ton quartier. Enfile tes meilleurs sneakers et prépare-toi à monter. C'est parti! Aujourd'hui, on continue notre ascension avec Chris Kapongo, aka Chris d'Iconic, le king de l'univers hip-hop sur YouTube. C'est le fondateur du média Iconic. Chris vient du Congo. Dans les années 90, sa famille quitte Kinshasa pour s'installer en région parisienne. Tout jeune déjà, il se voit suivre les pas de Jay-Z et devenir entrepreneur. Pendant ses études, il est refusé dans l'école de son choix et galère à trouver une entreprise. C'est dans ce contexte qu'il a l'idée de commencer un blog axé sur le hip-hop et la culture urbaine. Parti d'un side project, il fait évoluer son blog pour en faire un véritable média edutainment. Le but, c'est d'éduquer et divertir la jeunesse grâce à la culture hip-hop. Cet entrepreneur dans l'âme réussit à concilier ce qu'il aime faire et ce qu'il sait faire. Sa passion pour le hip-hop d'un côté et sa formation en business et marketing de l'autre. T'ajoutes à ça la vidéo et bam, ça donne les Lifestyle Décodeurs, son format qui cartonne sur YouTube. Là, on est en 2016 et Iconic décolle. Aujourd'hui, la galaxie Iconic, c'est un média autour duquel gravite un site web, une chaîne YouTube, une marque de vêtements et bien d'autres. Chris déborde d'une ambition contagieuse. Reste jusqu'à la fin et tu peux être sûr que tu seras contaminé. Il nous parle de l'importance de la transmission, sa curiosité à découvrir de nouveaux horizons, la puissance de la culture hip-hop et son obsession pour l'excellence. Je te laisse découvrir son histoire. Raconte-nous d'où tu viens, Chris. Alors, d'où je viens? C'est une question très profonde, mine de rien. Écoute, je viens du 77. J'ai grandi à Melun et à Volpénil. Volpénil, c'est un peu moins connu. C'est juste à côté de Melun. Sinon, avant ça, je viens de Montereau. Et encore avant ça, je viens de Paris. Et encore avant ça, je viens de Kinshasa. Je suis né à Kinshasa et ensuite, voilà, on est venu en France quand j'avais à peine 1 an, je crois. Et à partir de là, j'ai fait toutes ces villes-là avant d'atterrir à Melun et ensuite à Volpénil. Tes 2 parents sont d'origine congolaise ? C'est ça, exactement. Ouais, Congo. Mon père a plutôt grandi dans une province du sud qui s'appelle le Katanga. Et je le dis pourquoi? Parce qu'en termes de tempérament, toi qui es d'origine maghrébine, tu sais comment ça se passe. Selon les endroits d'où tu viens aussi, ça va beaucoup conditionner le tempérament des personnes. Et mon père donc vient de cette région-là, et ma mère, elle, a grandi à Kinshasa. Et du coup, mon père, c'est l'opposé, entre guillemets, de tous les tontons que j'ai eus. On les appelle les tontons, c'est tous les parents congolais, tu sais, de nos amis, que j'ai eu autour de moi, étant donné que c'est quelqu'un d'un tempérament beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, moins festif, moins porté sur la musique, parce que chez nous, la musique, c'est quelque chose de très important chez les Congolais. Tu remarqueras d'ailleurs que dans le rap français, les trois quarts, j'abuse. Une bonne moitié d'entre eux sont des Congolais, tu vois, parce que la musique, c'est vraiment un truc central chez nous. Et mon père est dans la musique, mais il est pas, tu vois, c'est quelqu'un de plutôt sérieux, qui nous a jamais parlé en lingala, tu vois. Et le lingala, c'est la langue qui est la plus connue et que tu entends un petit peu partout dans la musique, etc. Donc mon père vient de là-bas et ma mère, elle, est de Kinshasa. Donc c'est elle qui avait dans le passé, qui m'avait vraiment donné cette connexion avec la culture congolaise qu'on a actuellement, enfin qu'on a aujourd'hui en France. Auprès de la diaspora, etc. Donc parler la langue, le côté un peu plus flamboyant, on va dire.
On va dire ça comme ça. Donc, ouais, mes deux parents sont congolais, mais de deux endroits différents. De la même ethnie, par contre. Et, ouais, je suis né là-bas. Ça a tendance toujours à étonner les gens que je dise que je suis né là-bas. Et même, mes parents avaient pour ambition de rester. Parce que mon père avait une société là-bas. Donc, mais bon, avec la situation du pays, enfin, tu sais ce que c'est. Ils ont dû partir. Mais voilà. Ok, bah justement, ma prochaine question, c'était comment on passe de Kinshasa à Melun? Bah écoute, moi j'étais trop jeune pour te le dire, mais pour ce qui est de mes parents, ça a été d'un côté, ça a été ma mère qui avait toujours eu envie de partir. Parce que mon grand-père, là je te parle de choses que je n'ai jamais dit dans les podcasts en plus, donc là t'es dans l'exclusif. Hein. Le Aïe. jour où je deviens une grande star, tu pourras dire c'est chez moi que c'est sorti, d'accord? C'est dans l'escalier. Exactement. Mon grand-père voyageait beaucoup, il a travaillé pour l'aéroport, il était directeur, etc. Donc il a beaucoup vécu au Canada, en Belgique, etc. Et ma mère, donc du coup, elle a toujours un peu, tu sais, c'est l'époque où il rêvait beaucoup de l'Europe, de l'étranger, etc. Donc ma mère a toujours voulu venir en Europe. Mon père, lui, il est complètement différent. Il était complètement différent. Il avait sa société dans l'architecture, ça commençait à marcher pour lui. Il était très autonome, indépendant, et il voulait rester indépendant. Donc lui, son but était de rester là-bas. Il est venu avant ma mère. Il a galéré pendant pendant un an ou deux, même pas. Même pas, ça a été beaucoup plus rapide parce qu'il a commencé en France en tant qu'assistant électricien. Parce que quand tu arrives en France et que même si tu as beau avoir tous les diplômes que tu veux, il faut que tu passes tes équivalences et tout. Et dans son cas précis, il n'était pas du tout dans la situation de pouvoir le faire. Donc il était assistant électricien. Et c'est sur un chantier que le boss de la boîte a compris. Il a dit: mais toi, t'es pas assistant électricien, toi. Tu sais, les Blancs à l'époque, dans les années 90, je connais les Africains. Toi, t'es pas assistant électricien. Et il a dit: non, non, toi, t'es architecte. Demain, tu viens dans mon bureau, je te fais faire un test. Et si tu réussis, ben, tu deviens architecte. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, il est passé architecte très vite. Donc, il a gagné un peu plus d'argent. Et du coup, il nous a fait venir, etc. Donc ça a été ce qu'il a mis en place en fin des années 90. Donc ça, c'était quand il était à Paris, je crois. Et ensuite, Melun, pour une question de confort. Montreux et ensuite Melun pour des questions de confort. C'est un peu loin. Tu connais, tu cherches les meilleures opportunités. Et ça a été leur cas. Et donc on a atterri à Melun. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, ta maman, et comment ça s'est passé pour elle quand elle s'est installée en France? Alors ma mère, ce qu'elle faisait avant, c'est au départ, elle a fait des études dans le social, elle est venue en France, elle a été auxiliaire de vie. Donc quand j'étais très jeune, je la voyais pas tellement pendant quelques années parce que elle allait s'occuper des vieux en fin de vie. euh, Très loin, donc elle pouvait partir pour une semaine, etc. Et en fait, j'ai ce souvenir, aujourd'hui c'est des très beaux souvenirs, mais on allait la voir et on restait avec elle pour s'occuper de ces vieux-là. C'était ce qu'elle faisait pendant les premières années dans les années 90. Ensuite, elle est devenue aide-soignante. Est-ce que tu peux nous décrire le type de quartier dans lequel tu as vécu et comment tu te sentais dans cet environnement-là? Ok. En fait, ce qui est intéressant avec moi, et c'est ce qui m'a permis en fait de pouvoir avoir très vite une ouverture d'esprit, c'est que j'ai grandi dans plusieurs milieux différents. J'ai bien sûr grandi dans le côté cité, donc avec tout ce que ça implique en termes d'environnement, euh, communauté ethnique, pauvreté, violence, toutes ces choses-là. Et j'ai eu aussi la chance de pouvoir vivre là actuellement d'ailleurs dans un endroit beaucoup mieux où tu sais comment ça se passe, les parents immigrés qui arrivent, qui réussissent à mettre suffisamment d'argent de côté et qui réussissent à acheter, tu vois. C'est un petit peu le rêve de l'époque des parents et de la génération d'au-dessus, de pouvoir mettre suffisamment d'argent, de pouvoir acheter et pouvoir mettre, entre guillemets, la famille à l'abri et avoir un lieu. Donc c'est là où on en est actuellement. Mais si tu veux, j'ai grandi dans une cité avec tout ce que ça a été. Et en particulier à Melun, parce que contrairement à ce que l'on croit, Melun, c'est plein de cités en fait. C'est que ça, tu as une grande partie, donc Melun Nord, qui est essentiellement composée de cités. Donc tu en as à peu près... T'en as 6, quelque chose comme ça, et tu as le sud. Et à côté de Melun, c'est là où, en général, les gens vont s'installer pour avoir une maison. Et même avant ça,
dans mon enfance, j'ai eu l'occasion de vivre dans des centres-villes, pas nécessairement dans des cités. Donc en fait, les gens que je vais fréquenter sont des gens très différents. Même les écoles où je vais aller, ça va être des gens aussi très différents. Donc en fait, en termes d'ouverture d'esprit, de vision, etc., j'ai toujours été dans une espèce de mixité qui m'a permis très vite d'avoir l'esprit ouvert sur plein de choses. Et même si j'ai passé une grande partie de mon enfance à être formaté dans le côté un peu cité, euh, et que du coup, rester dans la cité, ça te ferme les perspectives. J'ai toujours eu cette curiosité d'aller voir ce qui se passe dehors. Et j'en parlais justement à des amis à moi qui sont tous des proches, qui ont grandi à Melun. Alors ça, c'est ma théorie. C'est qu'eux, ils sont nés et ont grandi à Melun. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que ces personnes-là qui ont toujours eu l'habitude d'avoir des gens autour d'eux avec qui ils ont grandi, etc., ont un petit peu moins l'ouverture d'esprit que je peux avoir parce que, en fait, moi, j'ai conscience que je suis là où je suis actuellement, c'est pas là où je suis né. Là où est-ce que je suis né, ça a des milliers et des milliers de kilomètres. Et en fait, dans mon enfance, il y a eu des moments où mes parents devaient partir vivre au Canada. Et c'était prévu, on devait partir. Ça aussi, c'est une autre anecdote. Et en fait, très tôt, j'ai été conditionné à partir, à me dire qu'il fallait que je parte. Ma famille est où? Bah, ta famille, elle est pas ici, elle est en Afrique du Sud, elle est au Canada et en Belgique. Ah ok, donc si je dois aller voir ma famille, il faut que j'aille au Canada, il faut que j'aille en Afrique du Sud. Donc j'ai toujours ce truc-là. Où est-ce que t'es né? À Kinshasa. Très loin, tu vois. Où sont tes amis d'enfance? À Montreux. À 1 heure de Melun, tu vois. Et j'ai toujours ce truc du coup de me dire de bouger, c'est pas un problème. Tandis que mes amis qui ont grandi à Melun et qui ont toujours été là, ils ont moins cette faculté-là de se dire on va partir, on va tester des choses. Et là, je te parle pas nécessairement de gens qui ont pas réussi dans la vie, parce que j'ai des amis qui sont avocats avec leur cabinet, etc., qui ont réussi, d'autres dans la musique, d'autres qui sont acheteurs, etc., qui ont moins cette facilité, je dirais, à partir. Tandis que moi, je suis vraiment dans une situation où si je dois partir, je pars. C'est peut-être la famille, les amis, tout ça qui peut me pousser à rester. Mais il y a ce côté très pragmatique de me dire que je peux partir, en fait. Voilà. Je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur le Chris enfant. Mhm. T'aimes bien parfois te décrire comme un outsider. Ça vient d'où, en fait, cette notion d'outsider? Est-ce que c'était dès l'enfance ou c'est venu plus tard? En fait, ce truc de l'outsider, je sais pas d'ailleurs où est-ce que tu l'as trouvé, mais c'est vrai. J'ai toujours ressenti ce truc-là. En fait, je ne saurais pas trop te l'expliquer, en fait. Alors, il y a des moments où c'est parce que c'est des choses très basiques. Tu vas être le seul noir. Donc, naturellement, ça fait de toi l'outsider. T'es un peu le gars différent du groupe. Et en fait, je crois qu'à un moment donné, quand t'as fréquenté plein de milieux et que t'as reçu une certaine éducation, t'as l'impression que tu n'appartiens à aucun groupe. Ça a été mon enfance jusqu'à au moins mes 20 ans, tu vois. Euh, tous tes amis sont des gars de cité, ils vont peut-être parler d'une certaine manière, ils vont peut-être se comporter d'une certaine manière. T'as grandi avec des Congolais, ils vont se comporter d'une certaine manière, comme je te l'ai dit, parce qu'il y a, tu vois, il y a la culture, etc. Mais toi, t'es pas comme ça et c'est évident. Et inconsciemment, ils te le font rappeler. Ils te le rappellent. Ils te rappellent que t'es différent. Donc tu dis, ouais, là c'est évident, je suis pas exactement comme eux et je sais que chez moi, on n'est pas exactement comme ça. Et de l'autre côté, bah t'es pas blanc, quoi, tu vois. T'es juste pas blanc. Donc, et eux, ils te le rappellent aussi, tu vois. Et en fait, tu te dis, ah, c'est compliqué de trouver un endroit où tu te sens accepté, tu vois. Et, euh, et en fait, cette notion un peu de personnalité hybride, ça a vraiment commencé à être accepté il y a que 10 ans, à peu près, hein, finalement. Tu vois, j'en parlais aussi à des amis maghrébins qui sont un peu dans mon profil ou quoi. C'est là, il y a 10 ans, qu'on a commencé à dire que les weirdos ou les gens un peu qui appartenaient pas à des groupes étaient des gens finalement, bah, tu vois, intéressants. Mais avant ça, c'était un peu compliqué. On aimait bien les cases. Et en fait, moi, j'ai jamais réussi à me mettre dans une case. J'ai toujours eu beaucoup de mal, en fait. Et ça a commencé très jeune. Alors, quand tu es dans un milieu un peu, on va dire, cité, etc., c'est plus compliqué parce que tu vas pas trouver ta place facilement, etc. En grandissant, tu commences à comprendre que t'as un peu ce truc-là, donc tu sais que finalement, ça peut devenir une force d'adaptation. Et ensuite, ça va. Mais je pense que depuis que, je sais pas, peut-être 8 9 ans, tu vois, j'ai commencé à sentir que, ouais, je suis un peu différent sur plusieurs aspects et que c'est pas nécessairement agréable, tu vois. En tout cas, quand t'es adolescent, c'est pas très agréable. Après, tu t'y fais, quoi. L'adolescence, c'est pas le moment où j'ai excellé le plus, tu vois. Il y avait pas de...
de cases pour moi. C'est tout ce que j'avais remarqué. Et je me disais toujours, avec, notamment grâce à la culture hip-hop, etc., qu'il y avait cette projection, il y avait cette chose de faisable après, tu vois. C'est cette culture, en fait, de la transcendance, de l'élévation de soi, mais de façon agressive, qui m'a un peu, tu vois, poussé à me dire, hey, peut-être que c'est là-bas qu'il faut que j'aille, tu vois. Donc c'est un peu ça. Et ça, tu dirais que c'est un éveil qui t'est venu de tout le contenu, que ce soit de la musique, la culture urbaine et la culture banlieue aussi qui t'entourait? En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ne qui me contenaient pas en termes d'ambition, au contraire, tu vois. Alors, certes, leurs ambitions, c'était plutôt tourné vers la musique, oula, pas du tout, vers les études. Tu vois, un père architecte, une mère qui a fait des études, même une famille globalement qui a fait beaucoup d'études, des oncles ingénieurs, politiciens, enfin bref, j'ai vraiment une famille de gens qui ont fait pas mal d'études. C'est en fait naturellement que les parents vont te donner ce truc-là, te dire tu dois aller loin, tu peux y arriver, etc. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, moi de mon côté, je me suis jamais vraiment retrouvé dans l'école. Et je me suis plutôt retrouvé comme tout le monde dans les activités, dans musique, dessin, manga, animé, enfin toutes ces choses-là. Et en fait, lorsque j'ai atterri dans le hip-hop, donc vers les 11 ans, etc., c'est en fait à ce moment-là très simple. C'est le seul milieu où tu vois des gens qui te ressemblent réussir, mais d'une manière ostensiblement bonne. Tu vois, genre, tu vois des gens dans l'opulence la plus vulgaire possible. Vraiment. Et là, tu te dis, ah ouais, c'est comme ça. Et ils sont aimés, ces gens-là. Et c'est pas quelqu'un de ton pays. Enfin, par exemple, tu vois, dans la musique, on avait Koffi Olomide, tu vois. Moi, j'ai écouté Koffi Olomide comme tous les Congolais, mais il me ressemble pas réellement. C'est-à-dire que lui, il est dans un paradigme africain, et moi, je suis en Europe, donc sa manière de faire sa musique, ses clips, etc., ça, j'ai pas envie d'être lui, tu vois. J'aime beaucoup sa musique, encore une fois, mais bon, voilà. Quand tu vois de base un Bow Wow, vas-y, on va prendre un exemple comme ça. Un Bow Wow, t'as 11 ans, tu le regardes, tu dis, ah oh, putain, c'est un jeune, c'est un Renoir, nanana, il s'habille comme ça, etc. Quand t'es petit et que t'as 11 ans, ça a un vrai effet sur toi, parce que la représentation, elle est beaucoup plus simple à ce moment-là. T'es un enfant, il est noir comme toi, ça marche. Aujourd'hui, c'est plus complexe, c'est les centres d'intérêt aussi qui vont rentrer en jeu, etc. Mais à cette époque-là, tu as besoin d'une représentation. Et à la télé française, donc comme tu le sais, il n'y avait pas forcément de représentation des gens qui te ressemblent, qui ont réussi. Donc quand tu regardes du côté des Américains, tu vois que non seulement tu sais qu'ils sont plus gros déjà à l'époque, tu sais que c'est un truc plus impressionnant là-bas, et tu vois des gens qui te ressemblent réussir. Donc ça, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup influencé. Et en grandissant avec les années, la culture hip-hop est très attachée à l'esprit entrepreneurial. Donc quand je commence à écouter Jay-Z, même si je comprends pas l'anglais, etc., tu sais que le titre de l'album Blueprint, qui est sorti en 2001, j'ai 11 ans, Blueprint ça veut dire c'est le chemin de la réussite, le Blueprint. C'est l'album que j'écoute en 2001. L'album sort le 11 septembre 2001. Ah ouais. Le 11 septembre 2001, l'album sort. Il y a les attentats du 11 septembre. Donc en fait, l'album est voué à l'échec. Mais il cartonne. Tu vois en termes de symbolique ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que le gars sort son album à ce moment-là, il n'a pas d'autre choix. Ça cartonne. On est en septembre 2001. Et le gars, c'est Jay-Z et l'album s'appelle The Blueprint. L'album sort, tu découvres le label Rocafella, et c'est là où ça me matrix, tu vois. C'est là où je commence à comprendre. Ah, il possède son label, tu as une connexion internet, tu vois, basique, tu vas sur le site de MTV, tu commences à aller sur le site de Rocafella, tu commences à voir, ah, il a plein d'artistes signés, nanana, tu commences à comprendre le truc, ah, il a une marque de vêtements, et en parallèle de ça, en France, tu commences à avoir Dia, tu sais, celui qui a la marque de vêtements là, qui commence à faire parler un petit peu, donc tu dis, ah ouais, tu peux créer une marque de vêtements, etc. Et en fait, très vite, ça commence à te donner des idées, tu te dis, eh mais moi, peut-être que je peux réussir à faire ça et tout. Et t'es petit, c'est un peu encore naïf, mais tu commences à avoir des idées. Et j'ai eu j'ai mon ami qui est encore aujourd'hui, qui est artiste et qui travaille chez Trastivier, Double Zulu d'ailleurs, big up à toi si tu t'écoutes ça, qui avait son grand frère à ce moment-là, qui lançait une marque de fringues. Ça, je crois que j'en ai jamais parlé. Qui s'appelle Carla Gianni, tu vois. Et j'avais 13 ans à ce moment-là.
Et il lançait la marque de fringues. Et bizarrement, il en a parlé. Et moi, j'avais 13 ans. Je lui ai fait j'ai trop envie de faire la marque avec toi. Tu vois, genre, je voulais grave travailler avec lui. Tu vois, parce que je me disais, putain, il y a un truc qui se passe. Tu vois. Et il m'a dit, vas-y, viens avec tes dessins. Parce que je dessinais des fringues de mon côté. Tu vois. Viens avec tes fringues, on va voir ce qu'on va faire, etc. Et je venais tout le temps chez lui avec des boucs entiers avec des sapes. Tu vois. Et je débarque chez lui, il regarde, ouais, on va faire ça, oh ça c'est stylé, ça c'est... Et il y avait une espèce d'émulation, et je crois que c'est la première vraie expérience que j'ai eue dans l'entrepreneuriat. Ça n'a pas donné grand-chose, parce que de son côté, ça commençait vraiment à faire parler dans le secteur. Il avait fait des t-shirts. Quand j'ai eu les t-shirts, quand j'ai vu le logo apparaître sur un t-shirt pour la première fois, c'était super lourd. On en a vendu dans le secteur. Et après, ce que j'ai appris, c'est que il a eu peur un peu du succès, tu vois. C'était un peu ça, c'était trop gros. Il commençait à faire quelques interviews à l'époque pour des magazines locaux. À l'époque, c'était huge, tu vois. Il n'y avait pas beaucoup de magazines, il n'y avait pas beaucoup de médias. Donc, quand tu commençais à faire parler au point d'avoir des interviews, quand les gens t'arrêtent dans la rue, te parlent de ta marque de t-shirt, je crois qu'il a été un peu impressionné par ça. Donc, il s'est un peu autodétruit. Mais moi, en fait, ça avait injecté en moi un truc, tu vois. Et je me suis toujours dit, putain, je vais le faire moi plus tard. C'est un truc qu'il faut que je relance. Ça y est, t'avais eu le virus de l'entrepreneuriat. Exactement, mais j'étais genre à 12 ans, tu vois. Genre 12, 13 ans, et j'allais chez lui, tu vois. Genre lui, il en avait 24. Il me disait, ah, c'est un petit, lui. Tu vois, tu vois, dans son point de vue, tu vois, c'est un petit. Mais il me voyait tout le temps là, déter. Il se disait, mais lui, ce petit, c'est un fou, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça que je sous-estime pas les petits. Là, par exemple, il y a c'est une petite anecdote en parallèle. Je regardais mes DM de Iconic, tu vois, et je regarde jamais les DM de Iconic du média parce qu'il y a trop de messages, c'est la terre du milieu, et des fois, je laisse mon CM regarder tout ça, et je sais pas, un jour, je me suis dit, il fallait que je regarde les DM de Iconic, et, et je suis tombé sur une petite, tu vois, de 13 ans, qui m'a fait un message en me disant, un long message, en m'expliquant un peu qui elle était, ce qu'elle voulait faire, qu'elle voulait travailler dans les médias, qu'elle chantait, qu'elle faisait du piano, etc. Et elle m'a dit, ouais, j'ai besoin d'un stage découverte. Et elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, s'il te plaît, prends-moi un stage. Et je me rappellerai longtemps. J'ai pas envie de finir au McDo comme mon grand frère. Je veux pas finir au McDo comme mon grand frère. Donc du coup, je me suis dit, non mais je vais la sauver, cette petite, c'est pas possible. Et en fait, je me suis un peu vu en elle, tu vois. Et du coup, je lui ai envoyé un message juste en lui disant, deal, t'es prise. Elle fait, waouh, trop bien! Je lui ai envoyé mon adresse email et tout, et elle est passée, je crois, c'était la semaine dernière. Elle était dans un niveau d'euphorie, tu vois, et que moi j'avais à son âge, tu vois. Et là, elle voulait déjà passer en fin de semaine dernière pour commencer. Alors, son stage est censé commencer dans 2 semaines. Mais tu vois un peu ce truc-là de dalle là qu'elle avait? Énorme. Genre, c'est une petite fille et tout. Enfin, ça aurait pu être ma fille, tu vois, genre à 14 ans. Bon, je l'aurais eu un peu jeune. Mais c'est genre, ouais, comme ma fille, tu vois, elle est arrivée, elle était toute petite avec des tresses, une petite métisse comme ça. Je fais, mais toi, t'es trop ma fille, en fait, tu vois, genre, j'étais un peu comme ça. Et ce niveau de fin là, tu vois, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, j'arrive à voir, tu vois, parce que Ouais, je suis ouais. passé par ce truc-là. Et donc, pour revenir à mon histoire, donc à 12, 13 ans, j'étais dans cet état d'esprit-là. C'est génial. Franchement, respect à cette jeune fille. Comme Ça se quoi. trouve, dans 10 ans, ce sera une superstar, tu vois. Et je peux Ouais, pas dire que j'ai. peut-être, on lui souhaite, mais en tout cas, elle a eu du culot, ou en tout cas, elle a tenté, quoi. Elle a déjà tout compris. C'est ça. Je te remercie d'avoir mis le doigt dessus parce que je pense que c'est capital et c'est ce dont on a tous besoin. C'est l'identification. Mm-hmm. Et tu as parlé de représentativité. Tu as eu la chance de pouvoir te projeter. Mm-hmm. Tu avais des modèles, en fait. Ouais. Ça t'a renvoyé une image de toi-même. Ouais. Et ça, c'est un truc que beaucoup de personnes issues de l'immigration et des milieux populaires n'ont pas forcément. Ouais, c'est clair. Surtout dans l'univers des médias, qui est l'univers dans lequel tu évolues depuis plusieurs années aujourd'hui. Ouais, non, c'est clair. Mais en fait, le truc qui s'est passé très tôt dans ma tête, c'est que j'avais compris que rien n'était pour moi ici. C'est bête, hein, mais c'était très simple. Je m'étais dit, ici, ça sert à rien d'en demander parce que les seuls noirs que tu voyais à la télé étaient pas forcément les personnes qui te représentaient. D'ailleurs, des fois, c'était même pire. Donc, en fait, j'avais pas vraiment d'espoir quant à la représentation
de gens qui me ressemblent dans les médias français. En fait, j'avais déjà trouvé ce qu'il me fallait ailleurs, très tôt. Maintenant, c'est vrai que ça peut être compliqué quand tu es un jeune de te dire que tu n'as pas de représentation sociale dans les médias qui te fasse dire « Ah tiens, je peux y arriver, je peux réussir à faire ça. » Parce que même en dehors des médias, ce qui est embêtant, c'est que par exemple, tu associes même pas le fait, et ça c'est propre à la France, tu associes pas un docteur à un Renoir, tu vois. C'est peut-être voir aussi ce genre de choses qui auraient été important. Genre quelqu'un qui travaille dans la finance qui est aussi noir. Des choses comme ça, pas forcément dans les médias, mais même dans la vraie vie. Chose qui d'ailleurs m'a beaucoup plu à Londres. C'est-à-dire qu'à Londres, un Renoir qui travaille dans ces milieux-là, c'est pas du tout choquant, en fait. C'est hyper basique. En France, il y a encore ce truc, il a quand même réussi. Il est issu de l'immigration, pardon. Et c'est d'ailleurs pour ça que ton podcast existe. J'ai un peu de mal à parler là. Parce que justement, t'as eu conscience que, toi, t'as grandi sans ça. Et on n'est pas encore énormément là-dedans. Et t'as besoin de faire en sorte de faire parler les gens qui réussissent à faire quelque chose ou qui sont en train de réussir à faire quelque chose pour inspirer la masse. Et c'est important parce qu'en France, on n'a pas ça. Et pour moi, c'était très compliqué de ne pas avoir ça. Mais il faut dire que, comme je te disais, la culture hip-hop avec tout ce qui est positif et négatif dedans, parce que c'est une culture qui est endommagée, on va revenir là-dessus. Il faut vraiment le comprendre. D'ailleurs, comme toutes les cultures jeunes, j'irais. Mais il y a ce truc-là de représentation qui m'a beaucoup aidé. Après, je pense qu'en grandissant, ça devient plus simple quand tu as dans la vingtaine et quand tu commences à vraiment te développer dans un domaine, tu commences à être fan de quelque chose, tu commences à aller au-delà de la couleur. Tu as besoin de voir quelqu'un qui a réussi quelque chose qui correspond. Par exemple, moi, il y a une personnalité américaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Gary Vaynerchuk, tu vois. Et Gary Vaynerchuk, c'est quelqu'un c'est un immigré juif du New Jersey, tu vois. Après, on a plein de points communs. Il est immigré, il a commencé de rien, et surtout, il était éclaté à l'école. J'étais pas éclaté à l'école, attention. J'étais pas éclaté. Comme quoi, ça donne de l'espoir. J'étais moyen, j'étais mid, tu vois. Je m'en foutais. Avant d'arriver, avant d'arriver dans les études supérieures, où là, par contre, j'ai cartonné sur les 2-3 dernières années. Mais avant ça, c'était tant que je peux passer, je passe, tu vois. Ouais. Mais voilà, tout ça pour te dire que la représentation, c'est quelque chose d'ultra important, et c'est pour ça que ton podcast est super important aussi. Non, c'est clair. Et pour reprendre l'exemple des médecins, et ça peut être, de toute façon, ça peut être n'importe quel métier en réalité. Aujourd'hui, c'est triste à dire, mais voir un médecin noir, c'est encore un truc de ouf. Ouais, on en est à un point où on se dit, oh purée, un médecin noir, genre, j'en ai jamais vu de ma vie. Moi, je pense que c'est une question de process et ça va venir. Moi, il y a un truc que je dis souvent quand on a ce type de conversation assez sérieuse, c'est que, en fait, tu fais partie d'un process. Tu fais partie d'un processus, quelque chose qui est plus grand que toi. C'est-à-dire qu'avant toi, il y avait eu des gens qui ont fait des sacrifices. Et toi, dans ton temps, tu feras des choses et tu feras des sacrifices pour que la génération future puisse avancer, en fait. Et c'est super important de garder ça en tête. Quand je fais ce que je fais là, je le fais pas que pour moi. Je le fais pour la suite. Tu vois. Et il faut garder en tête ce truc-là. Et je trouve que les gens ont tendance, surtout dans notre société actuelle qui est vachement individualiste. Bon, je dis ça, je suis entrepreneur, donc individualisme, il y a beaucoup de ça. Mais il faut bien se rendre compte que ce que tu fais, ça va avoir un impact sur des milliers de gens, et c'est important de garder ça en tête. Et les sacrifices que les gens ont fait avant toi, tu dois faire en sorte de les honorer. C'est profond ce que tu dis. Hey, tu sais à qui tu m'as fait... tu sais à qui tu m'as fait penser là. Pas du tout de comparaison physique, attention. Non, mais là, franchement, je suis prêt avec les comparaisons physiques. Non, c'est absolument pas physique, mais j'ai vu un professeur Xavier là. Ah ouais? Ouais. Ah. Ok, ça me va. Hein. Putain, professeur Xavier, c'est quand même la tête des X-Men. Mais grave. Ouais. La transmission, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais regarde, toi et moi, on était à Londres dans la même période.
Ça t'a fait quoi de vivre à Londres comme ça, loin de tes parents, de ta famille? Non, mais quand tu reviens. C'est moi qui pose les questions ici. Hein. Ouais, je sais, mais regarde. Non, mais juste, tu vas voir, on va retomber sur notre discussion. Ça t'a fait quoi? T'étais loin, ça t'a manqué, l'environnement de ton quartier, de ta ville, ça t'a manqué. Il y a vraiment eu un truc qui s'est passé. Imagine ce que tes parents ont fait maintenant, du coup. Et ils sont jamais revenus. C'est un process. Donc, du coup, toi, t'es là, ils sont avec toi. Et en fait, toi, tu vas être dans ta petite vie, enfin, je dis pas toi personnellement, mais tu vas être dans ta petite vie, tu vas faire tes trucs, etc. Mais tu vas oublier qu'il y a eu un process avant toi. Et en fait, toi, tu es là pour accomplir quelque chose en réalité. Tu vois. Et c'est souvent le discours que j'ai quand je parle avec des gars à moi et tout, de plusieurs milieux et tout. Je dis, mais les gars, des fois, il faut vraiment pas oublier ce truc-là, tu vois. C'est que tu les vois même au bout d'un certain âge, c'est très fréquent aussi chez vous, c'est de rentrer. Et les parents veulent rentrer à la fin. Donc ça veut dire que bah, tu vas à Londres et tu rentres en France que je sais pas, dans 30 ans. Tu vois. C'est quand même fort, tu vois. C'était quoi le premier métier que tu as eu envie de faire étant enfant? Dessinateur. Je dessinais beaucoup. D'où les petits croquis, des sapes et tout. Exactement. En fait, je dessinais toutes sortes de choses, des sapes, même autre chose. Des mangas? Ouais, des mangas et même des comics un peu, tu vois. Bon, j'étais bon, mais j'étais pas non plus excellent. Parce qu'en fait, de mon côté, bon, tu sais comment c'est avec les frères et sœurs. Mon grand frère me disait que j'étais nul. Et j'essayais de dessiner au mieux possible, tu vois. Et je lui montrais, il me disait, ouais, ça va, c'est pas... À l'école, on me trouvait bon. Mais à un moment donné, j'ai lâché, parce que tu sais, quand t'es petit, on te dit que t'es nul. Tu dis, vas-y, toi, c'est bon. Et t'arrêtes. Après, j'ai fait des sapes un peu, tu vois. Et ensuite, je me suis arrêté. Et ouais, c'était le premier métier que j'ai voulu faire. Et ensuite, direct, c'était, ouais, j'aimerais bien être businessman, tu vois. Non, basketteur aussi. Mais bon, ça, c'est les rêves de tous les jeunes à un moment donné, quand tu passes par dans banlieue, le sport. Tu vois les basketteurs devenir riches, tu dis, ah, je veux devenir comme. Je suis fan d'Allen Iverson, je veux devenir comme Allen Iverson. Ça n'a jamais marché. T'as pas le talent. Mais en dehors de ça, ouais, c'était dessinateur. Ok. Alors, donc, on a compris le rapport de tes parents à l'éducation. Ils avaient quel rôle dans ton parcours scolaire? Ah bah, c'était très sévère. Hein. Et ça, ouais, et puis ça pas... C'était un peu compliqué parce que ils ont vécu une grosse frustration, je pense, avec moi et mon frère. Un peu moi avec mon petit frère et ma petite sœur, mais parce que en fait, comme t'as jamais vraiment aimé, comme j'ai jamais vraiment aimé l'école, et je me suis menti pendant longtemps. Je me mens beaucoup sur des petites choses comme ça des fois, et du coup j'ai jamais vraiment apprécié ça. C'était moyen, donc ça passait, mais ça les énervait. Mais quand c'était, au bout d'un moment, tu sais, ils s'y habituent. Genre, j'avais un père sévère, tu vois. Maintenant, il est beaucoup plus cool, mais en grandissant, il était sévère sur pas mal de choses et ça a été compliqué. Mais c'est vraiment quand je suis arrivé dans les dernières années de lycée où j'ai compris que mon avenir se décidait là, tu vois. Je dis, ouais, là, il va falloir que je me réveille un peu. Et après, ils ont été tranquilles, ils ont compris. Ils ont dit, ok, il est dans les études supérieures, il a l'air de vouloir savoir ce qu'il veut faire. Donc à partir de là, ça a été cool. Mais j'ai jamais eu un rapport très, très joyeux, on va dire, avec l'école et mes parents, tu vois. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles ont été les étapes de ta formation scolaire? Ok, alors, pour ce qui est de mon parcours scolaire, c'est très simple. J'ai été au lycée, j'ai fait un bac STG. Déjà pour entrer en première STG, j'avais le choix entre la générale, enfin la filière générale et la filière technologique. J'aurais pu aller en L à l'époque, mais j'ai choisi STG parce que j'avais compris qu'il n'y avait rien en L après. Ça va être compliqué à moins que tu veuilles devenir, je sais pas moi, prof ou je sais pas. Et du coup, j'ai été en STG, j'ai fait le nécessaire pour avoir les résultats pour aller en DUT. J'ai fait un DUT TC, donc tech de communication, de commercialisation, pardon. 2 ans. Avant ça, j'ai fait même une année de BTS NRC. C'était pas voulu parce que j'avais pas eu mon dossier accepté dans l'école que je voulais. Ensuite, j'ai fait donc le DUT 2 ans et tout le process déjà d'Iconic avait commencé. C'était déjà là où ça avait commencé, où je commençais à me dire, ok, ils m'ont pas accepté dans cette école, dans ce job, ils me prennent pas. C'était déjà en mode, bon, il va falloir que tu trouves une solution, il faut que tu crées un truc pour créer une forme de, je sais pas, de crédibilité, tu vois. Parce que quand tu es un jeune homme noir de 19 ans,
il y a un truc que les gens oublient, c'est que tu es trop jeune, tu n'es plus considéré comme un enfant, tu es majeur, mais en même temps, tu es un jeune adulte et tu n'as rien qui pousse les gens à te prendre. Tu es un garçon, tu as un Renoir. En plus, j'étais massif à l'époque, je faisais beaucoup de sport et tout. Tu sais, il y avait ce truc un peu d'appréhension, tu sais, comment ils te regardent un peu, des fois, wow, il peut être violent, lui, tu vois. Puis, t'as pas tous les codes de la société parisienne, tu vois. T'es pas encore complètement adapté. Tu sais que pour avoir un job, ça va être compliqué, il va falloir que tu fasses des efforts. Donc j'ai commencé à avoir un peu ce truc-là de me dire, ok, il va peut-être falloir que je crée quelque chose. Et puis, comme je te l'ai dit, j'ai été influencé par les US. Donc je me disais, hé, c'est à cet âge-là que Didi a lancé son label. Ah, c'est à cet âge-là que, tu vois. Et tu commences à dire, ok, il faut peut-être que je lance quelque chose aussi maintenant si j'ai envie que ça réussisse dans quelques temps, tu vois. Donc j'ai fait mon DUT et j'ai commencé un peu à bloguer. À la base, je connaissais rien à Internet, c'était Tumblr, donc les trucs populaires de l'époque. Et DUT, ensuite je suis rentré en école de commerce, un peu par hasard. J'ai pris une école qui était là, qui prenait en alternance. Et j'ai continué à développer le blog en parallèle, en faisant quelque chose d'un peu plus grand. Et ce que je te disais d'ailleurs tout à l'heure, on a commencé à avoir 30 000 vues par mois, j'ai commencé à être invité un peu à des événements, etc. Et c'était un peu une période d'adaptation où je commençais à comprendre qu'il y avait des milieux un peu fermés, tu vois, et que grâce à ce que j'avais créé, je commençais à avoir accès à des endroits, tu vois. Et j'ai aussi connu pas mal de gens à cette époque-là, qui aujourd'hui on se suit encore et tout le monde a pris du galon. Et donc j'ai fait le DUT, mon école de commerce, en faisant toujours ce que je faisais. Et ensuite, à la fin des études, j'ai eu ce truc de me dire, ok, là j'ai fini, j'ai du temps. En fait, qu'est-ce que je veux faire de ce site? Comment je veux l'emmener? Où est-ce que je veux l'emmener? Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir, à passer sur de la vidéo. Au départ, je voulais pas être face caméra, parce que je me suis toujours vu comme un gars de l'ombre, en fait. Je voulais qu'on me laisse tranquille, en fait. Je me disais que ce serait juste un moment quand j'aurais vraiment réussi, peut-être que on me verra dans 2-3 interviews, mais je voulais pas du tout être connu. C'est pas un truc qui me fait fantasmer. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont étonnés de ma réaction des fois, dehors, parce qu'on va m'arrêter, nanana. J'ai pas le comportement forcément de l'influenceur classique. C'est-à-dire de vivre le moment à fond, tu vois, genre, oh, trop bien. Je suis pas comme ça, je suis très pragmatique, c'est ok, c'est cool, mais je trouve que les Caries, ils ont une phrase pour dire ça, c'est don't get caught up on those type of things. Tu vois, genre, reste pas bloqué sur ce genre de truc, en fait. C'est ok, c'est cool, mais en fait, c'est quoi l'étape d'après? C'est bien, il aime bien. Tu vois, mais qu'est-ce que tu fais? Et en fait, parce que c'était pas le but de base. Mais quand je suis arrivé à cette année-là, c'était 2016, je me suis dit, ok, il va falloir que je bascule sur de la vidéo. Et quand j'ai compris il y a plusieurs réflexions, je me suis dit que c'était mieux que ce soit moi qui fasse de la vidéo. C'est là où à Londres, j'ai commencé à faire les vidéos. Et c'est là où ça a commencé à prendre très vite parce qu'il y avait un gros manque sur le marché français. T'étais que sur de l'humour, t'étais que sur... Enfin, il y avait que de l'humour, non, c'est pas vrai. Il y avait de l'éducation, il y avait des choses comme ça, mais il n'y avait pas beaucoup de marché niché. Et en particulier dans le hip-hop, il y avait rien de spécial. Les gens donnaient leur avis, c'était de la première écoute, des choses que je consomme pas, tu vois. Et je me disais, tiens, bah moi en fait, aujourd'hui, le Chris de 26 ans, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est passionné par le monde du marketing, de l'entrepreneuriat et du hip-hop. Pourquoi pas créer un truc qui mélange un peu les deux univers, tu vois, qui soit à la fois utile et qui en même temps soit divertissant, tu vois. Iconic, c'est pas juste une chaîne YouTube, c'est un média. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent tes différentes activités et qu'est-ce que gère Chris aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Ok. Déjà, ça me gêne pas en général quand les gens me disent que je suis youtubeur. Je dis bon, ok. Tu vois, je cherche pas trop à élaborer. J'ai pas cette obsession sur le. Attention, je suis pas que youtubeur. Tu sais, aux États-Unis, t'as un gars qui s'appelle MrBeast qui est que youtubeur et qui a généré 26 millions de dollars. Tu vois, tu te dis bon, si je peux être juste youtubeur et générer autant, bon. Mais en ce qui me concerne, non, c'est vrai que YouTube, en fait, ça a été l'outil dont je me suis servi, mais ça aurait pu être autre chose. C'est une chaîne YouTube et un média. En fait, c'est dans le format des nouveaux médias, même américains, encore une fois. C'est-à-dire que tu as une personnalité forte qui représente le média et tu as ensuite toute la structure qui est autour. Et la structure, à la base, c'est Iconic. Et donc, la chaîne YouTube, c'est le fer de lance. C'est là où je vais faire les gros contenus. Et tu vas avoir le compte Instagram, tu vas avoir une base de données email, tu vas avoir le site internet plus récemment avec tous les contenus qui vont être articulés comme ça. Et moi, lorsque je vais travailler même avec les marques ou les maisons de disques, c'est tout ce service-là que je vais proposer. Donc ça, c'est la partie média. Donc c'est du management d'équipe. C'est des CM, des stagiaires, on est encore petit, hein, des freelances, des choses comme ça.
et qui vont être autour de moi, qui vont pouvoir créer du contenu autour de ces différentes plateformes. YouTube, pendant longtemps, ça a été moi qui le gérais de A à Z, mais même aujourd'hui, j'ai 2 monteurs. Donc, je délègue le montage, j'indique ce que les gens doivent faire sur le montage, etc. Et globalement, on gère ça comme une économie de médias et slash influenceurs, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que tu as des partenariats, ça marche sur du partenariat avec les marques, Levi's, Nike, etc. Enfin, tous les trucs connus ou des trucs un peu moins connus. Et en parallèle de ça, du stream. Donc les vidéos qui sortent, c'est monétisé, donc tu gagnes de l'argent dessus. Et en parallèle de ça, ce que j'ai lancé, et c'est là où j'ai beaucoup d'espoir, c'est surtout sur le côté plateforme éducative, autour des cultures, de la youth culture, comme disaient les Américains. Je trouve que ça résume assez bien, en fait. C'est tous les domaines qui intéressent les jeunes, en fait, qui est donc la musique, la mode, les réseaux sociaux. J'aimerais bien plus tard tout ce qui est autour de la crypto et des NFT, tu vois. J'aimerais bien aussi faire des contenus autour de ça. Et donc cette partie-là, c'est le site internet qui a été lancé. D'ailleurs, on a eu pas mal d'abonnés. Ça a été une source de stress pour moi aussi en cette fin d'année. Et on a de l'abonnement, on a des choses qui tournent, des gens qui... Enfin voilà, on propose du contenu exclusif là-bas. Donc en fait, globalement, Iconic, c'est ça. C'est un média avec une personnalité forte qui la représente, mais bientôt, j'espère, et dans le futur, plus de personnes. Et de l'autre côté, le côté plus éducatif qui sera amené à se développer encore plus en sortant des thématiques tous les mois autour de la musique, la mode, les réseaux sociaux, les cryptos, etc. Le format éducatif déjà, enfin de la plateforme, c'est bien parce que c'est le côté éducatif, donc c'est quelque chose qui me passionne. Et ensuite, c'est parce que financièrement parlant, quand tu as un média, il faut faire très attention, c'est que c'est très fluctuant, tu vois. Compter sur le budget des marques, même si nous on est plutôt installés et que les gens viennent naturellement, on n'est pas à l'abri demain. Il se passe un truc ou quoi, et je sais pas, hein, et tout peut arriver. Par exemple, il peut m'arriver quelque chose, j'en sais rien. Et à ce moment-là, du coup, Changement d'algo. ouais, ou changement d'algo, tu vois. Il y a plein de médias qui sont morts, tu vois. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu proposes derrière? Parce que, bon, finalement, le budget je sais pas moi, pour 2 contenus, on te donne 1 000 euros. Demain, tu te dis, ok, bon, bah, enfin, vu que tu fais moins de vues, on va te donner 200. Donc, comment tu fais derrière pour rémunérer les gens, etc. Donc, c'est pour ça que les deux modèles économiques sont super importants. Tu as des médias qui vont sur de l'agence pure, agence et médias. Moi, la partie agence, on va la développer et avec mon business manager, on en parle énormément. Mais ce sera uniquement pour le média. C'est-à-dire je ne vais pas rentrer trop dans les détails, dans le côté trop technique, mais en gros, aujourd'hui, on est en mesure de pouvoir proposer des services médias, services agences. C'est-à-dire, tu es une marque, tu as besoin de produits, enfin, tu as besoin de contenu visuel, vidéo, avec des influenceurs importants qui accepteraient d'être dans tes vidéos. On a les contacts, on a le réseau pour pouvoir le faire. Donc voilà. Mais globalement, voilà comment s'orienter Iconic. Est-ce que tu pourrais nuancer cette expérience avec peut-être soit des obstacles que toi tu as connus ou alors des expériences difficiles dans le cadre de ta vie d'entrepreneur? Ah, il y a pas mal de choses. En fait, je suis à une étape de mon parcours d'entrepreneur qui me fait clairement te dire que ça fait pas rêver. Ce qui est lourd, alors jamais je retourne dans le salariat parce que voilà, parce qu'il y a trop de côtés quand même positifs et ça correspond à ma vie. Enfin, quand on t'appelle, tu parles à des mecs qui ont réussi, ils te contactent pour toi. C'est en termes d'accomplissement personnel, c'est super cool. Même financièrement parlant, je vois plus du tout l'argent de la même manière. Je t'en parlais avant la réunion, on va pas trop rentrer dans le sujet argent, mais Non. je pourrais vivre vraiment d'une manière un peu plus, tu vois, parce que je vois l'argent arriver, mais j'ai ce truc-là de l'argent, c'est vraiment un outil en fait. Je suis pas du tout dans le truc de l'argent. Comment te dire, dans le Le flex. côté Ouais, ostentatoire. ouais, tu vas pas aller vivre à Dubaï, quoi. Écoute, tu sais quoi? Je pourrais aller vivre à Dubaï pour des raisons autres que le luxe de Dubaï. C'est plus pour une question. Optimisation fiscale. Exactement. Je suis pas contre l'idée, tu vois. Je te le dis sincèrement, je comprends pourquoi tout le monde va là-bas mais pour ce qui est de la consommation, enfin, je vois l'argent complètement différemment. Et je sais qu'aujourd'hui, si je retourne en entreprise, il y a des choses qui vont me gêner. Donc j'adore l'entrepreneuriat, ça me correspond totalement. Par contre, le truc, c'est que tous ceux qui ont envie de se lancer devraient se lancer, mais c'est pas fait pour tout le monde. Parce que c'est un style de vie, il faut être obsédé un peu. Je pense qu'il faut avoir un côté un peu mégalo et naïf.
C'est bête, les gens le disent pas, mais je trouve que si tu veux vraiment passer des étapes ou quoi, et si tu veux vraiment pouvoir tu veux vraiment pouvoir passer des étapes, il faut avoir un côté un peu. Faut être un peu fou quand même, Il faut non? être un peu fou. Mais moi, il y a des moments où j'étais à, où j'étais à Londres, tu sais, t'es tout seul et tout, tu commences à réfléchir, tu deviens un peu fou, tu vois. Tu dis, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis tu regardes des vidéos qui te montent la tête. Des mecs qui sont là, ils disent, ouais, tu dois le faire. Nan, et t'es là, ouais, 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 je vais le faire. Puis t'es là, t'es dans ta chambre, tu fais du sport, tu regardes. Et tu commences à te mettre dans un état d'esprit qui est particulier, tu vois. Et quand tu te lances et que t'es obsédé, c'est là où les choses avancent. Donc il faut avoir un profil. Faut pas aimer trop le confort. Ça, c'est le confort, c'est après. Mais il faut pas trop aimer le confort en mode je veux comment dire, je rêve des voitures de luxe. Je pense que ça j'ai rarement vu des mecs réussir en ayant cette vision-là. C'est souvent des gens qui sont obsédés par leur craft, tu vois, genre leur métier, tu vois, genre. C'est pour ça que j'aime beaucoup regarder même dans le sport ou dans d'autres domaines, les gens, tu vois, même dans la finance, tu vois, genre les Warren Buffett, dans le sport Kobe Bryant, c'est des gens qui sont, quand tu regardes des interviews d'eux, moi je suis quelqu'un qui me considère comme obsédé, mais ces gens-là sont fous. Genre Kobe Bryant, avant des matchs, il écoute la bande-son de films d'horreur pour se mettre dans un état d'esprit de tueur, tu vois. Dès qu'il arrive dans une ville avant un match, la veille, il va trouver un playground et il shoot. Genre, Kobe Bryant, c'est un mec qui est impressionnant. Et je te donne l'exemple de lui, Warren Buffett, c'est pareil, dans un domaine, dans la finance. Et ces gens-là, moi, m'ont toujours fasciné, tu vois. Je suis loin d'être à ce niveau-là, mais quand je les regarde, je me dis, putain, il faut tendre à ça, tu vois. Genre, l'excellence, tu vois. Là, ça, en fait, je crois que c'est une course vers l'excellence. C'est jusqu'où tu es capable d'aller, et presque ça te fait peur des fois. Mais tu veux voir, tu vois. Et c'est un profil de personne. Tout le monde n'est pas comme ça. Je pense que quand tu te lances dans ces trucs-là, il faut avoir un peu ce truc-là. Ça se trouve, dans 3 ans, j'aurais changé d'avis. Hein. Mais là, tout de suite, je suis comme ça. Et c'est ça qui te pousse à. Les gens disent, mais comment tu fais pour sortir tout le temps des vidéos, tout le temps être actif? Pourquoi tu fais tout ça? Même des fois, les rendez-vous avec des entreprises, enfin, avec des partenaires et tout, ils disent, putain, Chris, il bosse beaucoup, tu vois. Mais c'est parce que je suis obsédé. Il faut que j'atteigne ce truc, tu vois. Je vais te dire, je pense pas que j'ai encore l'équilibre et je pense que je peux m'améliorer là-dessus. Ouais. Par contre, ce qui est clair, c'est que il faut être à la hauteur de ses ambitions. Tu vois, comme je te disais, si je voulais juste être youtubeur, ce qui est très bien, et que je voulais faire mon petit truc, etc., c'est très bien. Je suis arrivé. Je travaille déjà beaucoup, c'est correct. Un truc important, c'est que sur toi, tes sources d'inspiration, voilà, on a parlé de la représentation des personnes qui te ressemblent. Toi, tu les as pas trouvées, t'es allé les chercher ailleurs. Donc, c'est par les contenus dont tu t'es nourri, qui n'étaient pas forcément des contenus français. Ouais. C'est par les voyages. Donc voilà, ça aussi, je pense que c'est un super conseil que tu donnes, c'est d'aller voir ailleurs. Moi, je dirais même mieux que ça. Déjà, tu as totalement raison. En plus, aujourd'hui, avec l'avantage des réseaux sociaux, c'est que nous, on n'avait pas ça quand on était très jeunes. C'est que, pour le coup, tu as toutes sortes de gens qui peuvent te ressembler, qui peuvent te représenter. Aujourd'hui, c'est clair. Aujourd'hui, ce problème de représentation est complètement réglé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai une autre logique. C'est que quand on essayait de rentrer dans des events ou quand on essayait de faire la Fashion Week à l'époque ou quand on voulait avoir accès à des places gratuites pour aller à des concerts, etc. On se disait, j'avais mon ami qui me disait, ouais, merde, on n'a pas de contact, tu vois. Et je lui disais, tu vois, là, t'as pointé du doigt, c'est nous qui devons être les contacts. Et en fait, c'est ce truc-là, c'est que je pense qu'il faut être proactif dans ces trucs-là et trouver des solutions soi-même et pas toujours attendre d'une représentation, quoi. Genre, par exemple, tu le disais tout à l'heure, je savais qu'il manquait ce contenu-là en France. Même aux US, d'ailleurs. À cette époque-là, j'avais fait cette recherche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ce que je fais aux US? C'est des trucs qui ressemblaient, mais c'était pas vraiment ça. Et je l'ai fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu vois pas qu'il y a cette représentation, s'il manque de quelque chose, en fait, il faut que tu le crées. C'est que si tu l'as vu, c'est qu'il faut que tu le crées. Et je me disais, c'est valable pour tout. Ouais, je connais pas quelqu'un qui travaille dans la musique. Bon, c'est que tu vas devenir ce contact, en fait. Je connais pas quelqu'un qui a lancé une marque de fringues ou quoi. Et t'as envie de le faire, hein. Je dis, tu le fais. Tu le fais et tu deviens cette personne, tu vois. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvé aujourd'hui à avoir un réseau dans plusieurs domaines parce que justement, j'ai fait ce travail de... T'es devenu cette personne, en fait, qui n'existait pas. Exactement. C'est quoi ton rêve aujourd'hui? Alors, je sais pas si j'ai Les rêves, c'est des trucs qui se réalisent pas. Enfin, moi, j'ai plus ce truc de l'objectif. Moi, c'est d'arriver à un stade où avec Iconic, on est plus que respecté. C'est qu'on soit aussi
une structure qui attire de bons profils. Donc, c'est-à-dire que financièrement parlant, on sera installé, qu'on ait des perspectives d'évolution, c'est-à-dire la partie média, donc création de contenu, vidéo, podcast scripté, etc. Et même production de contenu pour Netflix, etc. C'est des choses qui ne se ferment pas et dans les 10 prochaines années, c'est des choses qui vont arriver. Genre, je te dis ça comme ça, mais c'est vrai. Allez. C'est des choses qu'on aimerait bien faire. Donc, dans la création média, aller toujours plus loin. Ok. Devenir une vraie plateforme éducative pour les youths et créer plein de produits sympas autour de ça. Donc ça, c'est les objectifs pour ce qui est de Iconic. Et voilà, et en interne, ce serait d'être une vraie plateforme qui attire des gens qui ont envie de bosser, etc. et être détendu et me dire que j'ai créé un environnement de travail qui est très agréable. On n'en a pas parlé, mais ça a été un grand problème aussi pour moi, c'était trouver un environnement de travail où tu te sens à l'aise avec des gens qui te ressemblent, avec des gens qui ne jugent pas, tu vois. Et c'est un truc que j'aimerais bien faire, tu vois. Donc voilà pour ce qui est de l'objectif global de Iconic, c'est développer un peu ces trois axes-là, production, médias, éducation, et après s'exporter, essayer d'aller dans les pays anglophones, en Afrique, faire des trucs cool, tu vois. Eh ben écoute, on te le souhaite. D'ailleurs, je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais la question c'était pour Chris et t'as répondu pour Iconic. Genre, C'est mon problème. Chris et Iconic, c'est une seule et même personne. Non, mais ouais, mais c'est pas forcément une bonne chose. Pour moi, c'est d'être respecté. Je le suis déjà plus ou moins, mais c'est être très. Comment te dire? C'est juste qu'à un moment donné, on se dise, ok, lui, il a marqué son époque avec ce qu'il a fait, tu vois. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est très ambitieux de dire ça comme ça, mais j'ai marqué, genre, j'aimerais que les gars qui ont 12, 13, 14 ans, quand ils arrivent à 30 ans, ils disent, ok, à cette époque-là, dans les gens qui ont marqué, on va dire, les kids, c'était, il y avait Iconic, il y avait Chris qui a fait ça, tu vois, il y avait un tel qui a fait ça. Comme moi, aujourd'hui, j'ai ça, tu vois. Quand je regarde des gens comme Jay-Z ou j'en sais rien, c'est un peu gros, tu vois, peut-être pas au niveau de Jay-Z, mais tu vois, il y a des personnalités comme ça qui m'ont marqué parce qu'elles ont fait quelque chose, elles m'ont apporté quelque chose, elles ont ouvert ma réflexion, elles m'ont montré que c'était possible, etc. Pour moi, c'est ça. Après, financièrement parlant, bien sûr, avec tout le travail que je fais, j'aimerais aller extrêmement loin, tu vois. Bien sûr. Bah écoute, on te souhaite que ça arrive. Pour revenir sur le sujet de la transmission et sur ton héritage culturel, aujourd'hui, en fait, ça a quelle place dans ta vie, ton héritage congolais? Disons que je le vois plus comme, c'est sur le... En fait, quand je suis avec des amis proches, on parle un peu en lingala, tu vois. C'est un truc que je me serais jamais dit que je ferais, tu vois. Ça fait très tonton et tout. En fait, plus tu grandis, plus tu ressembles à tes parents, plus plus ça ressort. Et puis surtout, t'es à l'aise avec toi-même. C'est-à-dire, quand j'avais 23 ans, 24, j'étais dans un truc où je voulais m'extirper de mon milieu de base, tu vois, parce que j'avais besoin d'être collé au schéma. Toi, tu sais très bien de quoi je veux parler, collé au schéma parisien. Même pas français, genre parisien. Genre un peu élitiste et nanana, comprendre les trucs, aller dans les bars, connaître les endroits sympas, hype. Donc, j'étais vraiment dans un truc où je m'extirpais, on va dire, un peu. Tu rejettes ton milieu. J'irais pas jusqu'au rejet, tu vois, mais c'était plus, ça me sert à rien. Ouais. C'est là, mais ça me sert à rien, je vais le mettre de côté. En fait, là, je suis arrivé à une étape de ma vie où j'ai 30 ans et j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que tout ça revient, mais vraiment, tu vois. Donc, j'ai tout ce que j'ai appris, comment je suis depuis les 10 dernières années, plus cet héritage-là qui revient, tu vois. Et je vois bien que ça arrive aussi du côté de mes amis, tu vois, genre maghrébins ou ailleurs, tu vois, asiatiques et tout. C'est que ce truc-là, en fait, on le mélange, tu vois. On dit, ah, vas-y, viens, nous, on aime bien aller là, on va parler comme ça. Ou même ce côté un peu banlieue, tu vois, genre, si j'ai envie de dire un mot un peu, je le dis, tu vois, genre, je suis pas là à me dire, ok, il faut que je parle. J'ai un ami qui est avocat, lui, par contre, lui, dans son métier, il doit parler d'une manière très conventionnelle. Moi, je me force pas à le faire, tu vois. Et là, je mélange un peu tout. L'héritage congolais est là, donc il revient. Il est important. Et d'ailleurs, même, je ressens le besoin de retourner là-bas et de créer un lien en dehors de celui de mes parents avec mon pays d'origine. Ça, c'est important. Et en dehors de ça, tu as le côté langue, culture, nourriture. Enfin, c'est un truc qui revient et qui est important. Et puis dans la personnalité plus tu grandis aussi, plus tu commences à avoir la personnalité de tes parents sur certains aspects. Je pense que toi tu le vois aussi, tu dis putain, je commence à être comme mon père là, je commence à être je suis un daron, ça y est. Voilà, exactement. Tu te dis putain, là je suis un daron, des trucs qui t'énervaient chez ton père, tu le fais.
Tu t'en rends compte, en fait, maintenant. Ouais. Ça, c'est des trucs... c'est chaud, ça. C'est chaud, hein, c'est chaud. Mais ça fait partie de toi, et il y a du positif et du négatif. Dans le positif, tant mieux, mais il y a du négatif où tu te dis... Ouais, c'était des erreurs, quand même. Là, il faut que je fasse attention. Moi, ça m'évoque des termes en anglais, ce que tu es en train de dire. C'est vraiment... quand on dit you embrace it. Ouais. Les Américains, ils ont souvent les bons termes. Parce qu'en français, franchement, c'est chum. Je vais pas dire tu l'as embrassé, quoi. c'est chum. Mais voilà, on sent que voilà, il y avait un conflit peut-être entre 2-3 différents Chris et ça y est, tu les as fusionnés, tu les assumes tous complètement. Exactement. Ok. Eh ben, dernière question pour se remémorer le petit Chris. Avec du recul, tu dirais quoi au jeune Chris aujourd'hui ? Ça peut paraître bateau, mais je lui dirais de ce à quoi il pensait, ce qui lui faisait peur, en fait. Dire, ah ouais, tu peux pas quand même espérer de faire ça parce que c'est chaud. Je lui dirais de se dire que pour lui c'est possible, en fait, tu vois. Genre, je lui dirais d'aller même plus tôt, de se lancer même plus tôt dans tout ça, d'y aller, parce que en réalité c'était pour lui, tu vois. Genre, vas-y, genre, c'est pas parce qu'il y a un moment quand t'es jeune, tu te dis ah ouais, là tu rêves trop, tu vois. Genre les BET Awards, je regardais ça en cassette, tu vois. Genre, je me disais jamais je vais, enfin, il faut pas trop que je rêve de vouloir y aller, parce que si ça arrive pas, je vais souffrir de ça. Aujourd'hui, j'étais au tapis je l'ai fait 3 fois, tu vois. Tapis rouge, j'ai interviewé tout le monde, j'ai fait partie du staff, hein, tu vois. Et c'est des trucs, si j'avais la possibilité de lui parler, je lui dirais, mais vas-y maintenant. Tu vois, genre même à 13 ans, fais ton truc. En fait, n'attends même pas ton grand pour lancer la barre de fringues, lance-la, tu vois. Je lui dirais, vas-y, fais-le, intéresse-toi à Internet, sois plus curieux. Et voilà. On va rester sur la thématique international, parce que c'est un peu... avec toi, j'ai un peu l'impression que je suis à LA, là, que je suis en train d'interviewer Chris de Iconic. New York. Ouais. C'est un peu le truc de be careful for what you wish. Ouais. Parce que you get it. C'est ça. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Et les BET Awards, t'y étais. Ouais. C'est ouf. Et pas qu'une fois, je crois. Ouais, 3 fois. Et puis c'était pas genre j'étais bien là-bas. Enfin, tu vois, c'est tout bête. Hein. C'est pas et genre. Je suis pas impressionnable parce que je fais plein. T'étais derrière la barrière à regarder. Genre, non. T'étais dans l'event. C'est-à-dire, j'étais dans l'event, dans les salons privés. Enfin, tu vois toutes les personnalités que t'as vues quand t'étais enfant, qui étaient dans l'industrie. Tu étais avec elles. À côté, tu dois même des fois les interviewer, pas que les artistes, hein, parce que moi je m'intéresse à toute l'industrie. Je dis, ah, il y a Irv Gotti qui est là, ah, il y a un tel, wow, truc de fou, et puis on le salue et tout. Je fais, putain, il est grand en fait, tu vois, genre, tu sais, c'est bête, tu vois, où t'es dans l'hôtel, t'es dans un ascenseur, tu sais que t'as l'acteur de telle série qui est avec toi et tout, tu te dis, putain, je suis vraiment en train de. C'est dingue, tu vois. Et tu te dis, putain, c'est parti d'un coup de tête, parce que j'étais en train de craquer dans ma chambre de Londres, et j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, je vais lancer ce truc, j'en ai marre. T'avais dit un truc sur le fait que la culture hip-hop, la culture urbaine, c'est aussi une culture endommagée. Ouais. On a parlé de représentation. Alors, il y a des aspects très positifs à ça, mais il y a aussi les mauvais modèles. Ouais, en fait, c'est exactement ce dont je voulais parler quand je parlais de culture endommagée. C'est que pour ce qui est du hip-hop, et je dirais du rock aussi, parce que je connais un petit peu, c'est que des cultures jeunes, peut-être c'est lié à la jeunesse et la colère que la jeunesse peut avoir, le vécu, etc. Ça va faire qu'à un moment donné, cette culture-là, il n'y a pas que des choses positives. Moi, dans les contenus que je fais, c'est pas juste le mec qui vient de rien et il a réussi. C'est aussi des mecs, ils viennent de rien, ils se sont fait assassiner. Tu vois, ils ont fait un peu d'argent, ils se sont fait assassiner. T'es aussi, forcément, tu parles d'une culture pauvre. T'es obligé de parler des gangs, t'es obligé de parler de la dynamique des ghettos américains, comment elle est là, le taux de meurtre, etc. Donc t'es obligé de parler de quelque chose de très sombre en fait. Donc tu peux pas l'ignorer, ça, c'est là. Et plus le temps passe, pas trop rentrer dans le sujet, mais dans le rap en particulier, dans le rap américain, certes t'as des Drake, J. Cole, Kanye West qui sont pas du tout ça. Mais derrière, tu vas avoir beaucoup d'artistes qui viennent d'un milieu très dur et qui vont pas nécessairement en sortir et qui vont qui soit étaient dans les entourages des rappeurs, et de base c'est pas des rappeurs, mais maintenant c'est la personnalité forte qui marche, donc ils réussissent à devenir des rappeurs eux-mêmes parce qu'ils rappent un petit peu et les gens aiment leur personnalité forte, mais ça reste des gens de la rue, tu vois. Et t'as beaucoup de
t'as cette représentation-là qui est là, il faut en avoir conscience, et c'est pas une représentation qui est positive. Mais elle existe. Tu peux pas faire comme si elle n'existait pas. Le truc, c'est que c'est comme toutes ces cultures-là, en fait, rock et tout, avec le suicide, enfin, tout ce qu'il y avait, le côté un peu, cité spirituelle, le côté un peu sataniste, enfin, tous ces trucs-là, où t'as toujours ce truc-là, t'as toujours deux mondes, en fait. Le hip-hop, c'est ni bien ni mal, c'est les deux. Tu vois, t'as les deux dans ce truc-là. Le yin et le yang. Exactement, t'as les deux qui sont représentés, tu vois. La beauté du truc, c'est que cette culture-là, de base, c'est une culture en fait de revanchard. Dans les ghettos, t'as pas d'argent pour apprendre du piano, c'est pas grave, on va se sampler, tu vois. Tu veux pas nous laisser rentrer dans le club, faire de la musique, c'est pas grave. On va créer un espace dehors, on va prendre un DJ, boum, il va mettre de la musique, on va faire de la musique dehors et on va faire de l'argent avec et on va s'élever. Tu vois, et c'est ça qui est fort. Et c'est aussi une culture qui, aujourd'hui, aux États-Unis, dans le monde entier, a réussi à sortir des sentiers battus, tu vois, enfin des sentiers battus de son ghetto pour pouvoir toucher absolument tout le monde. Aujourd'hui, tu regardes des events ou tu regardes Nino en France, tu regardes son public, c'est des gens qui viennent du 16e, de ce que tu veux. Moi, mon public, t'as des petits jeux-bourgs qui viennent me voir, t'as des mecs de cité, t'as des grands, des jeunes, t'as de tout. Et en fait, cette culture, c'est là où elle est forte, mais je pense pas qu'on doit rentrer dans un truc de trop de glamourisation de tous les artistes. Il faut tenir compte de tout. Le côté positif, le côté négatif, il est là, tu vois. Et il faut dire aussi autre chose, et ce sera une thématique de l'une de mes vidéos, le côté négatif attire beaucoup plus. Dans le rap, les grands entrepreneurs qui influencent toute la jeunesse aujourd'hui viennent du hip-hop, tu vois. Et c'est ça, en fait, qu'il faut tenir compte. Il y a de tout. Il faut l'exposer, il faut montrer tout, il faut pas avoir peur de dire qu'il y a ça aussi. Mais il y a du positif et il y a beaucoup plus de positif que de négatif. Tu vas dans un événement, Taylor Swift, elle danse sur du hip-hop. Elle danse pas sur la dance. Tu vois ce que je veux dire? Elle est dans... Tu regardes Ariana Grande, elle gravite autour du monde du hip-hop. Tous les artistes, tout BTS, tous les artistes coréens, etc. Tout ça, c'est du hip-hop, tu vois. Donc c'est important de le noter. On va rester sur ces mots de la fin. Il y a beaucoup plus de positif qu'il n'y a de négatif. Exactement. Et je pense que c'est un beau parallèle avec l'image de l'immigration en France. Yes. Il y a des mecs, il y a des mecs qui brûlent des voitures, mais il y a tellement plus que ça. C'est une évidence. Il y a surtout beaucoup plus de positif. Ouais. Merci beaucoup, Chris. Merci à toi, Lamia. Et merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que t'as kiffé ce nouvel épisode et que toi aussi tu t'es cru à LA ou New York, West Coast, East Coast, c'est toi qui vois. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à lâcher 5 étoiles et un commentaire pour soutenir l'escalier sur ta plateforme d'écoute. Pour continuer à suivre les pas de Chris, je t'invite à le retrouver sur YouTube, c'est la chaîne Iconic Mag, sur Insta, @iconic, sur son site web, iconic.com et sur LinkedIn. Si t'es fan de culture hip-hop, je t'encourage vraiment à aller checker ses vidéos sur YouTube. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. En attendant, tu peux m'écrire sur Instagram et TikTok @l'escalierpodcast si t'as des questions ou un héros à recommander. Et surtout, reste motivé et continue de monter.